diabétique et puis quels conseils pouvons-nous donner ou comment pouvons-nous orienter le patient pour essayer d'optimiser la prise en charge de nos patients. Donc, quelque part, le pharmacien joue un rôle à part entière dans la prise en charge des maladies chroniques, en l'occurrence dans l'éducation thérapeutique, dans la mesure où le pharmacien reste un maillon clé dans la prise en charge du patient atteint de maladies chroniques, que l'on soit face à un patient diabétique ou à un patient hypertendu ou dyslipidémique. Dans la mesure où le pharmacien constitue le premier contact avec le patient et très certainement le dernier contact également avec le patient, ça lui permet de sensibiliser, ou il intervient dans la sensibilisation et l'information du public de manière générale, que ce soit dans la prévention, mais aussi primaire, mais aussi dans la prévention secondaire, chez des patients qui sont atteints déjà de maladies, en l'occurrence de maladies chroniques. Le pharmacien intervient également dans l'aide et la compréhension du patient par rapport à sa maladie, mais aussi au traitement, promouvoir le bon usage du médicament, mais aussi il permet également de renforcer l'appréhension des techniques utilisées dans la surveillance de la maladie et l'utilisation notamment des appareillages, etc. Et puis aide le patient à l'apprentissage également, par exemple de l'autosurveillance. Si on a un patient qui est hypertendu, comment peut-on proposer ou comment peut-on orienter le patient quant à l'automesure, par exemple, comment le patient doit faire son automesure tensionnelle ou son automesure glycémique, par exemple, si c'est un patient diabétique. Et puis, il permet également de soutenir le patient et de l'accompagner tout au long de sa maladie. Donc, vous voyez que le rôle est absolument important. Alors, aujourd'hui, le système de santé a quand même évolué puisque on passe entre le moment où le pharmacien était un simple préparateur, si vous voulez, des préparations pharmaceutiques. Aujourd'hui, le pharmacien intervient à part entière dans la prise en charge du patient atteint de maladies, notamment les maladies chroniques, puisque quand on essaie de voir un peu ce qui se fait à l'échelle planétaire, on s'aperçoit que très souvent les patients qui sont atteints de maladies chroniques ne sont pas aux objectifs. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est devant une inefficacité pharmacologique? La réponse est certainement non. Nous avons des thérapies médicamenteuses qui sont très efficaces, dispensées gratuitement avec les cartes de soins, et pourtant nous sommes dans l'insuffisance thérapeutique. Alors, quand on essaie de voir la réalité, c'est que très souvent, ces patients sont mal orientés, ne connaissent pas réellement la maladie, ne connaissent pas réellement leur traitement, qui fait que ces patients sont dans la majorité des cas inobservants, et le fait qu'ils soient inobservants, on est devant l'inefficacité thérapeutique. Bon, finalement, ce n'est pas une inefficacité pharmacologique, c'est une inefficacité dans la prise en charge du patient, et malheureusement, c'est le constat que l'on fait aujourd'hui. Alors concrètement, si le pharmacien est au premier contact avec le patient, donc concrètement, le pharmacien joue un rôle primordial dans la sensibilisation du patient vis-à-vis de sa maladie, vis-à-vis de son traitement et dans le suivi tout au long de sa maladie. C'est ce qui va nous permettre, main dans la main, de parfaire la prise en charge de ce patient et d'arriver donc aux objectifs recherchés. Donc finalement, le pharmacien est un premier contact, mais aussi c'est très souvent le dernier contact, j'allais dire, avec le patient. Donc c'est vrai que dans le temps, le patient, quand il venait chez le médecin, il recevait quoi? Il recevait une ordonnance médicale. Quand on dit ordonnance médicale, ça veut dire quoi? C'est ordonné. Donc finalement, ordonné, est-ce que c'est le bon terme? Vous voyez qu'il y a déjà une agressivité de départ. On est en train de circuler dans notre voiture, on arrive à un barrage, le policier ou le gendarme nous fait signe de nous arrêter, on se sent déjà agressé, alors qu'il ne fait que son travail, c'est peut-être juste un simple contrôle. Imaginez un patient qui vient tous les 3 mois chez son médecin et qui reçoit une ordonnance médicale. Si bien qu'aujourd'hui, le terme d'ordonnance médicale devrait être banni et on devrait parler de proposition thérapeutique. Ça veut dire quoi, proposition thérapeutique? On propose au patient. Le patient doit avoir les connaissances nécessaires de sa maladie, de sa thérapeutique ou des choix thérapeutiques, et le patient doit participer au choix de son traitement, et c'est ainsi, puisque le patient choisit, c'est-à-dire qu'il va avoir le maximum de chances d'adhérer à la prise en charge de sa maladie, et c'est comme ça qu'on va finalement optimiser la prise en charge du patient, que le patient soit observant, soit persistant dans la prise en charge de sa maladie, et que l'on va arriver à un résultat. Donc aujourd'hui, le patient joue un rôle à part entière dans la prise en charge de sa maladie, c'est-à-dire qu'il devient acteur principal dans la prise en charge de sa maladie, et le pharmacien intervient au même titre que le médecin dans cette éducation thérapeutique et dans cette prise en charge. Alors, il permet également d'éviter les effets secondaires. Oui, forcément, vous recevez des patients, par exemple, dans vos officines, avec des ordonnances. Peut-être que ce patient est suivi pour une maladie chronique qui reçoit un traitement et il passe chez le dermatologue pour une affection dermatologique.
pour lequel un traitement est prescrit et qui ne fonctionne pas, j'allais dire qu'il interfère, il interagit avec la thérapeutique de base. Ben, vous êtes en première position pour repérer justement cette anomalie, contacter le médecin traitant en disant voilà, mon patient est sous tel traitement et je reçois une prescription avec tel médicament, sachant qu'il y a une interaction, faut-il ou pas dispenser cette médication à mon patient. Donc vous voyez que le rôle du pharmacien est absolument primordial. Alors aujourd'hui, donc le pharmacien, clairement, il intervient donc dans l'accompagnement du patient du début à la fin. Le risque, notamment de la pharmacovigilance, on sait pertinemment que la pharmacovigilance, ce n'est pas fait pour punir le médecin, ce n'est pas fait pour punir le pharmacien, c'est fait pour suivre un médicament tout au long de sa commercialisation chez des patients atteints de maladies. Alors, je vous invite à voir ensemble cette vignette clinique, un patient âgé de 40 ans, votre voisin, qui vient vous voir, donc il est en obésité grade 1, donc avec un BMI de 30,5 kg par mètre carré, il est tabagique, fume 18 cigarettes par jour, pardon. Il fait de la randonnée 2 heures par semaine le vendredi, est-ce que c'est suffisant? On va en parler. Pression artérielle à domicile. Essayez de vous rapprocher du micro, on ne vous entend pas très bien. Ah d'accord. Pression artérielle, est-ce que vous m'entendez comme ça? Rapprochez-vous encore. Je me rapproche un peu plus, voilà. D'accord. Pression artérielle à 136-90 mm de mercure avec des pics tensionnels qui peuvent aller jusqu'à 170-100 mm de mercure. Vous me direz si c'est pas bon. Antécédents familiaux, mère diabétique hypertendue et puis le père est hypertendu, donc on devine qu'il y a quand même un support, j'allais dire, génétique de maladies notamment cardio-métaboliques. Alors, M. Nadir est finalement inquiet et puis il vient vous voir pour des conseils concernant son hypertension artérielle, mais aussi, quand on regarde son bilan, il y a une glycémie à 1,20, glycémie à jeun, un bilan lipidique avec un cholestérol total à 1,90, un HDL à 0,34, un taux de triglycérides, il est sombré exprès parce qu'il est un peu élevé, un LDL à 1,32, alors on peut se poser la question s'il est normal ou pas. Le reste du bilan biologique est sans anomalie, notamment la formule, le bilan hépatique, la TSH, etc. Alors, pardon, il y a 4 mois de ça, le patient est quand même passé en consultation de cardiologie où un électrocardiogramme a été fait qui était normal, une échographie cardiaque qui était normale et puis une échographie abdominale où on retrouve quand même une stéatose hépatique, c'est-à-dire un foie brillant, un foie surchargé de graisse et on va dire 2 mots sur ce foie surchargé de graisse. Alors, M. Nadir, en fait, il s'inquiète. Est-ce qu'il a réellement le droit de s'inquiéter? Est-ce que c'est normal qu'il s'inquiète? Est-ce que le fait qu'il ait des niveaux de pression un peu élevés, c'est inquiétant? Une glycémie à 1,20, c'est inquiétant. Un taux de triglycérides à plus de 1,50, est-ce que c'est inquiétant? La réponse est oui. Parce que quand on voit cette étude qui a été publiée en 2014, qui a intéressé les facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire, dans le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, c'est-à-dire que l'Algérie a fait partie parmi les 14 pays qui ont participé à cette étude, regardez ce qu'on voit. Quasiment 60% des patients ont au moins 3 facteurs de risque associés. 3 facteurs de risque associés, ça veut dire que très vite, mon patient qui semble être à risque cardiovasculaire faible, très vite devient un patient à haut risque cardiovasculaire et pour lequel il faut faire vite, il faut le traiter parce que son état artériel est en train de tomber malade, il est en train de subir ces facteurs de risque et il va être pourvoyeur de complications cardiovasculaires. Et puis, quand on regarde un peu dans le détail, qu'est-ce qu'on voit? La dyslipidémie, c'est-à-dire on a vraiment un souci de cholestérol dans notre population. On a également cette obésité androïde, c'est-à-dire une obésité abdominale, et ça on le constate d'ailleurs dans tous les jours. On a un jeune de 25 ans qui est longiligne, on le voit 10 ans après, il a un tour de taille qui est important. Et ça, c'est une graisse qui est périviscérale, qui est nocive, c'est un véritable organe endocrine pourvoyeur de complications. L'hypertension, l'obésité, le diabète, tous ces facteurs de risque sont très fréquents dans notre population, l'Algérie. Qu'en est-il de la mortalité? Ce qui tue le plus la population algérienne, c'est la mortalité cardiovasculaire. Donc vous voyez que nous, Algériens, nous mourrons plus des complications et des maladies cardiovasculaires, et particulièrement de la maladie coronarienne. Et quand on sait que tous ces facteurs de risque sont susceptibles ou sont à l'origine de la maladie cardiovasculaire et de cette mortalité cardiovasculaire. Donc finalement, quels conseils pouvons-nous donner à M. Nadir? Premièrement, il y a une obésité, il y a des conseils à donner. On a des choses à dire à ce patient. Le tabagisme, il faut être intransigeant. La sédentarité, comment mon patient peut-il mieux bouger, d'autant plus qu'il bouge 2 heures par semaine, est-ce que c'est suffisant? Il est hypertendu ou il n'est pas hypertendu finalement? On a des niveaux de pression un peu limites, mais il nous dit que dans la vraie vie, il a de temps en temps des pressions élevées.
il a un bilan lipidique perturbé, et puis est-ce qu'il est diabétique finalement à 1,20 ou est-ce qu'il est prédiabétique? Donc vous voyez, beaucoup de questions peuvent être posées chez notre patient, et comment pouvons-nous l'orienter, comment pouvons-nous l'aider dans ce cas-là? Alors ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que l'on soit devant une situation à risque faible, à risque modéré, à risque élevé, il y a des paramètres sur lesquels on peut intervenir. Le surpoids, première des choses, faire perdre du poids à un patient, ce n'est pas compliqué. Tout le monde sait que le corps humain est une balance entre les apports caloriques et les dépenses énergétiques. À chaque fois que les apports caloriques sont plus importants que les dépenses énergétiques, forcément le corps va accumuler et il va donc emmagasiner, on va prendre du poids. Donc il faut plutôt inverser cette balance, c'est-à-dire qu'il faut que les dépenses énergétiques soient plus importantes, il faut que le patient bouge plus et améliore sa qualité ou sa qualité alimentaire. Le tabagisme, il faut être intransigeant. Là, il n'y a pas à négocier. Ce n'est pas une question de réduire le tabac, c'est une question d'arrêter le tabac, parce que le tabac agresse continuellement le système cardiovasculaire et est pourvoyeur de complications cardiovasculaires de manière inévitable. Le manque d'activité physique, on en a parlé. L'excès de cholestérol, comment pouvons-nous orienter le patient? Puisque notre patient a un taux de triglycérides élevé, et ce n'est pas compliqué, à chaque fois que le taux de triglycérides est élevé, il n'y a pas photo, c'est l'assiette qu'il faut corriger. Le premier paramètre qui fait relever le taux de triglycérides, c'est essentiellement l'alimentation sucrée. L'apport en hydrate de carbone qui est en excès, qui est transformé en acide gras, qui est transformé en triglycérides, qui va tourner dans la circulation, qui va engraisser quoi? Il va engraisser tous nos muscles, il va engraisser notre foie, et il va être source de complications, notamment l'insulinorésistance, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire. Quant à l'hypertension artérielle, est-ce que mon patient est hypertendu ou pas? Il y a des façons très simples à faire et c'est ce qu'on va essayer de faire chez notre patient. Alors, indéniablement, l'excès de poids, l'obésité est pourvoyeuse de complications cardiovasculaires. C'est à l'origine, j'allais dire, d'une insulinorésistance, donc pourvoyeuse d'un diabète. C'est à l'origine également d'un état inflammatoire morbide, et cet état inflammatoire morbide va agresser le système cardiovasculaire et il va être par conséquent responsable d'une mortalité, notamment cardiovasculaire. Alors oui, effectivement, ça agresse notre système artériel, mais pas que. Regardez au milieu, nous avons une surcharge de graisse au niveau du parenchyme hépatique. Pendant longtemps, on pensait que ce fameux foie gras n'était qu'un phénotype, j'allais dire, de ce foie. Aujourd'hui, on sait pertinemment qu'un foie gras, c'est une alerte, c'est un signal par rapport au risque d'évolution entre une maladie cardiovasculaire, mais pas que. Nous avons également le risque d'évolution vers la cirrhose, et la cirrhose, malheureusement, réduit l'espérance de vie de nos patients. Donc, vous voyez que ce n'est pas une simple surcharge de graisse, c'est une maladie à part entière qui nécessite des mesures d'hygiène alimentaire et de l'activité physique en attendant un traitement pharmacologique efficace à l'avenir. Donc tous ces paramètres, on peut y intervenir de manière précoce parce que indéniablement cette graisse, et c'est particulièrement cette graisse autour de la taille, c'est-à-dire cette graisse périviscérale, qui est un véritable organe endocrine qui est pourvoyeur de complications, notamment les complications cardiovasculaires et donc la surmortalité cardiovasculaire. Il y a des preuves que quand on a un syndrome métabolique, c'est-à-dire quand on a de la graisse périviscérale, quand on a un tour de taille qui est élevé, avec un taux de triglycérides élevé, on a une préhypertension ou une hypertension, on a un prédiabète ou un diabète, on est déjà dans le surrisque cardiovasculaire parce qu'il y a une surmortalité cardiovasculaire. Et puis, quand on sait que, et là il y a des preuves, quand on sait qu'en faisant perdre du poids à notre patient, on devient bénéfique. Alors, on parle de la graisse périviscérale. Est-ce qu'on a la preuve qu'en faisant perdre du poids à notre patient, on lui fait perdre cette graisse périviscérale? La réponse est oui. 10% au moins du poids du patient, c'est 30% au moins de cette graisse périviscérale. Donc, vous voyez, alors que cette graisse périviscérale, c'est réellement la graisse qui pose problème parce que c'est encore une fois un organe endocrine. Qu'en est-il du tabagisme? Il n'y a pas à négocier. Il faut arrêter de fumer. Il faut aider le patient. Si on arrive à l'aider, c'est tant mieux. Sinon, on le fait orienter vers une consultation de tabacologie. Indéniablement, il faut qu'il arrête de fumer parce que réduire ne résout pas le problème, c'est arrêter de fumer qui devrait être une indication absolue. Et puis, qu'en est-il de l'activité physique? Comment on peut orienter notre patient? Est-ce qu'on va lui demander de marcher un peu plus, de faire 2 fois, 3 fois par semaine? Les recommandations sont claires. Si c'est une activité modérée, c'est 150 à 300 minutes par semaine, réparties dans la semaine. C'est par exemple, le patient peut lui dire de marcher 30 minutes par jour, les 5 jours de la semaine.
Si c'est une activité, j'allais dire, de compétition, c'est 75 à 150 minutes par semaine qu'on peut lui proposer, c'est-à-dire s'il est en salle, s'il fait du cardio, etc. Qu'en est-il de l'hypertension artérielle? Sachant que le diagnostic d'hypertension artérielle, c'est à partir de 140 et ou 90 mm de mercure. Notre patient n'est pas à ce stade-là, mais l'hypertension artérielle, c'est une maladie qui tue. C'est le tueur silencieux. C'est une maladie qui est pourvoyeuse de complications cérébrales, cardiaques, rénales, etc. Et quand on sait que sur 100% de patients qui sont hypertendus, quasiment la moitié sont diagnostiqués, quasiment 4 patients sur 10 reçoivent un traitement. Et puis quand on voit les patients qui sont à l'objectif, c'est-à-dire qui ont des niveaux de pression en dessous de 130-80 mm de mercure, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 14%. Donc c'est dire que ça, c'est un phénomène qui n'est pas algérien, c'est un phénomène mondial. Encore une fois, ce n'est pas une inefficacité pharmacologique parce que les médicaments fonctionnent, c'est une inefficacité dans la prise en charge de nos patients. Donc nous ne sommes pas les seuls, ce n'est pas que l'Algérie, c'est un phénomène planétaire. Et c'est pour ça que l'éducation thérapeutique, passant par le rôle du pharmacien, intervient à part entière dans la prise en charge de nos patients parce que cette hypertension artérielle qui démarre par de simples chiffres élevés va rester dans le continuum cardiovasculaire responsable d'une mortalité cardiovasculaire au final. Et qu'est-ce qu'on fait? On va lui demander de mesurer sa tension artérielle de manière plus fréquente. Mais comment? Est-ce qu'il doit mesurer sa tension artérielle à la maison, dans une pharmacie, dans sa voiture, chez le médecin? Donc la question est très simple. D'abord, respecter les modalités de prise en charge de la pression artérielle. Le patient doit être en position assise pendant au moins 5 minutes, le bras détendu. Donc les patients, par exemple, qui relèvent le manche et qui contractent leurs bras en vous tendant le bras pour prendre la tension artérielle, c'est faux. Il faut que le bras soit détendu, posé sur un support. Et c'est après 5 minutes de repos que l'on va prendre une première mesure. 1 minute après, on prend une deuxième mesure. 1 minute après, on prend une troisième mesure. 3 mesures consécutives à 1 minute d'intervalle après 5 minutes de repos, matin et soir avant d'aller au lit. 3 jours consécutifs, on fait la moyenne des 18 mesures. Au-delà de 135-85 mm de mercure, on a des niveaux de pression anormalement élevés et c'est un patient qui est hypertendu. En dessous de 135-85, on peut rassurer le patient en lui disant c'est peut-être juste la fatigue, peut-être un stress, le fait qu'il a attendu dans la salle de consultation, la salle d'attente, avant sa consultation, qui ont été à l'origine de cette pression artérielle limite élevée. Par contre, on ne tient pas le même langage quand on a affaire à un patient qui a beaucoup de facteurs de risque. C'est-à-dire, si j'ai un patient qui a un diabète, qui a par exemple des antécédents vasculaires précoces, qui a une maladie rénale, etc., là je dois être beaucoup plus vigilant et avec des niveaux de pression même moindres. J'allais dire, je ne vais pas attendre le 180-110 mm de mercure pour dire attention, il y a une alerte, les niveaux de pression sont très élevés, avec des niveaux de pression modérément élevés parce qu'il y a plusieurs facteurs de risque que mon malade est à haut risque. S'il n'est pas à très haut risque cardiovasculaire, je dois être très rapide dans la prise en charge pharmacologique, en plus des mesures gynécodiététiques de mon patient. Alors, que disent les recommandations claires? À partir de 140-90 mm de mercure, je dois confirmer si mon patient fait de l'hypertension artérielle, mais en dehors de la consultation. Donc, je vais aller lui demander de faire au moins de l'automesure à domicile. Si je peux placer un appareil pendant 24 heures, enfin ce qu'on appelle une MAPA ou un holter tensionnel, c'est excellent. À défaut, au moins une automesure de 3 jours. Par contre, s'il est en dessous de 140-90, mais il est à 130-85, à partir de 13, 8,5, 130-85 mm de mercure, je vais demander à cette personne de faire au moins une automesure pour être sûr que dans la vraie vie de tous les jours, ce patient n'a pas des niveaux de pression anormalement élevés et que je le laisse glisser entre les mailles du filet et qu'il va se compliquer par la suite d'une maladie rénale ou d'une maladie cardiovasculaire. Donc à partir de 13, 8,5 s'il vous plaît, 130-85 mm de mercure, j'encourage mon patient à faire une automesure à domicile pour être sûr qu'il ne fait pas une hypertension artérielle masquée. Donc mon patient, finalement, je lui ai fait une automesure, il est à 136,86. 136,86, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon patient est bel et bien hypertendu. Donc heureusement que je lui ai demandé de faire cette automesure, sinon il serait perdu dans la nature et il va revenir quelques années plus tard avec une complication. Bien sûr, une fois que je fais le diagnostic, ce qui est important, ce qui est de mise, c'est les mesures hygiéno-diététiques. Si c'est un patient à haut risque, c'est en plus des mesures hygiéno-diététiques, je rajoute un traitement pharmacologique immédiatement. Alors, les modifications du style de vie constituent un traitement à part entière. D'ailleurs, c'est la première position, j'allais dire, dans la prise en charge d'un patient à risque cardiovasculaire.
Et quand on parle de modification de style de vie, c'est par exemple la réduction de la consommation de sel, mais ça tout le monde le sait. Et est-ce qu'on a une notion, on dit aux patients réduisez la consommation de sel, mais en dessous de combien? Quel est le cut-off qui est autorisé? Il faut descendre en dessous de 5 grammes par 24 heures de chlorure de sodium. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le sel dur, on est dans le sel de table. Donc moins de 5 grammes, c'est ce qui équivaut à une cuillère à café de sel par jour. Okay, et puis bon, on va améliorer l'alimentation en fruits et légumes. Nous sommes dans la région méditerranéenne. Théoriquement, le régime méditerranéen devrait être de mise, mais malheureusement, c'est des habitudes qu'on est en train de perdre. Réduire la consommation de sucre et réduire la consommation notamment des graisses, surtout les graisses saturées. Et puis également, on va également réduire, faire perdre du poids aux patients, on le disait, ça fait partie de la prise en charge, notamment chez le patient qui est en surpoids ou qui est en obésité, d'autant plus. Alors, toutes ces mesures hygiéno-diététiques sont efficaces, ça fait baisser les chiffres tensionnels, mais de manière modeste, il faut rester réaliste. Est-ce qu'il y a quelque chose chez le patient hypertendu qui peut remplacer le traitement pharmacologique? La réponse est non. Quand vous voyez que la moyenne de la baisse des pressions artérielles systoliques et diastoliques ne dépasse pas les 4,5 mm de mercure pour la systolique. À l'inverse, quand on regarde les traitements pharmacologiques, c'est ce qui fait baisser de manière notoire les niveaux de pression, que l'on soit dans la systolique ou dans la diastolique. Donc rien ne remplace un traitement pharmacologique pour un patient hypertendu. Attention aux patients hypertendus qui vous disent « oui, mais bon, ma tension artérielle est normale ou elle s'est stabilisée, donc je me permets juste de maintenir le régime et j'arrête le traitement pharmacologique ». C'est une erreur gravissime. Et puis, le but du traitement, ce n'est pas que de baisser les chiffres tensionnels, c'est aussi de protéger les organes, sachant qu'un patient à risque cardiovasculaire est un patient qui se complique par ses reins, donc qui peut être à l'origine d'une insuffisance rénale avec une espérance de vie nettement réduite, mais aussi d'un accident vasculaire cérébral, d'un infarctus du myocarde, d'une artériopathie périphérique, etc. Donc l'objectif du traitement, ce n'est pas que de faire baisser les niveaux de pression, c'est également aller protéger ces organes nobles pour lesquels l'espérance de vie pourrait être réduite s'ils sont atteints. Et dans ce sens, que disent les recommandations? En général, quand on met un traitement pharmacologique chez un patient qui est à risque élevé, très souvent on est amené à mettre 2 antihypertenseurs. Et la pierre angulaire du traitement d'un patient hypertendu, c'est ce qu'on appelle le blocage du système rénine-angiotensin-aldostérone. Alors vous connaissez tous les classes qui bloquent le système rénine-angiotensin, ce sont les fameux inhibiteurs d'enzymes de conversion, les IEC, et les ARA2. Pourquoi les IEC et les ARA2? Parce que quand on dit faire baisser les niveaux de pression artérielle, mais aussi protéger les organes, aujourd'hui, les 2 classes qui protègent le mieux les organes, le cœur, le cerveau, le rein, ce sont les bloqueurs du système rénine-angiotensin, en l'occurrence les IEC et les ARA2. Voilà pourquoi dans une prescription pour un patient hypertendu, quasiment 9 fois sur 10, vous allez retrouver ou un IEC ou un ARA2, mais très souvent associé à une autre classe thérapeutique, que ce soit le diurétique ou que ce soit l'inhibiteur calcique, c'est ce qui est en général dans les recommandations aujourd'hui. Pour atteindre finalement un objectif, lequel? C'est d'aller descendre pour le commun des mortels, j'allais dire la majorité des patients hypertendus, aller baisser la pression artérielle systolique en dessous de 130 mm de mercure et la diastolique en dessous de 80 mm de mercure. Donc voilà un peu ce qui est recommandé. Bien sûr, les patients qui ont fait un événement vasculaire ou les patients qui sont en maladie rénale chronique, en insuffisance rénale, on va tolérer des niveaux de pression un peu plus élevés, c'est-à-dire entre 130 et 140 mm de mercure pour la systolique. Qu'en est-il des lipides? Ce n'est pas compliqué. Les lipides sont un paramètre à part entière dans la maladie cardiovasculaire. Sachant que quand on fait un infarctus du myocarde ou quand on fait un accident vasculaire cérébral, ce n'est pas compliqué, c'est une artère qui est thrombosée. Si une artère s'est thrombosée, elle s'est thrombosée à travers quoi? C'est une plaque d'athérome, donc c'est de l'athérosclérose qui s'est installée entre l'intima et la média, donc dans la paroi de l'artère. Cette plaque s'est rompue à un moment donné, elle a libéré son contenu, qui est en général un embole lipidique. Cet embole lipidique s'est déplacé dans la continuité donc, de la circulation sanguine et qui a bouché une artère de plus petit calibre en aval et qui a été à l'origine donc, de cet événement ischémique aigu. Quand on dit plaque lipidique ou quand on dit embole lipidique, on parle de quoi? On parle de cholestérol, c'est pas compliqué. Donc dans la mesure où le cholestérol est l'acteur principal du scénario de l'athérosclérose, nous sommes en mesure de regarder de très près le bilan lipidique d'un patient à risque cardiovasculaire. Alors, chez notre patient, on avait un LDL à 1,26, quelque chose comme ça, mais on avait un taux de triglycérides à 1,60. 1,60, ce n'est pas le triglycéride qui me pose problème, c'est le LDL. Parce que le LDL,
c'est lui l'acteur principal. Sans LDL, il n'y a pas de plaque d'athérome. C'est le LDL qui s'incruste dans l'espace sous-endothélial qui va être à l'origine de la plaque d'athérome, et puis elle va évoluer à son propre compte jusqu'à l'événement ischémique aigu. Donc concrètement, quand on doit traiter un patient qui a des plaques, qui a des surcharges de cholestérol, je ne vais pas me référer aux triglycérides, je vais me référer au LDL. Et en fonction du niveau de risque de mon patient, Hillel, il vous reste 5 minutes. un risque cardiovasculaire, 5 minutes, oui, je vais terminer. En fonction du niveau de risque, je vais proposer une statine qui me fait baisser le cholestérol au niveau escompté. Et là, on parle en général de statine à forte intensité. Forte intensité, ça veut dire celle qui va me permettre de baisser le LDL cholestérol d'au moins 50%, parce que c'est cet LDL cholestérol qui est responsable des événements cardiovasculaires. Et ce n'est pas compliqué, quand on a une statine pour faire baisser le LDL cholestérol d'au moins 50%, en général, il y en a 2 qui arrivent à le faire, c'est l'atorvastatine et la rosuvastatine. Donc voilà les 2 principales statines qu'on appelle les statines de forte intensité. Les autres, ce sont des statines d'intensité modérée. Qu'en est-il du diabète? Maladie en constante évolution dans le monde. On voit que, regardez, si on voit en 2019 463 millions de patients diabétiques à travers le monde, quand on extrapole à 2045, qui n'est pas si loin, on passe à 700 millions, c'est-à-dire on a quasiment multiplié par 2 le nombre de diabétiques à travers le monde, ce qui est absolument important, avec une prévalence qui est en train de monter. Il y a quelques années, nous étions à 1 chiffre, aujourd'hui nous sommes à 2 chiffres en Algérie, à plus de 14,4% de diabétiques répertoriés en Algérie. Et quand on voit comment on fait le diagnostic, rappelez-vous que notre patient n'était pas à 1,26 et plus, il était à moins de 1,26, mais on sait pertinemment qu'à 1,20, on n'est pas loin de 1,26. Donc est-ce que c'est réellement un patient qui fait un diabète ou un prédiabète? Et à ce moment-là, ce n'est pas compliqué. Ce qu'on peut proposer à ce patient, ce n'est pas d'aller faire une glycémie à jeun, de manger un millefeuille et de revenir faire une glycémie 2 heures après. Non, c'est une technique qui est bien définie. C'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie provoquée par voie orale avec 75 grammes de glucose. Donc vous voyez que c'est bien précis. Et à ce moment-là, une fois qu'on refait la glycémie 2 heures après, si elle est 2 grammes et plus, c'est un patient qui est déjà diabétique. Entre 1,40 g et 1,99 g, il est en prédiabète, mais il est très près du diabète, c'est-à-dire il est en intolérance au glucose. En dessous de 1,40 g, il est en hyperglycémie modérée à jeun. On est plutôt un peu rassuré parce qu'on est assez loin du niveau où la maladie va démarrer, en l'occurrence la maladie diabétique. Mais ce qui est sûr, déjà le fait de faire perdre du poids à mon patient, je vais être bénéfique, et c'est ce que disent les recommandations, le fait de faire perdre 10 à 15% du poids du départ de notre patient, ça nous permet très souvent même d'être dans la rémission d'un diabète. Vous voyez que si c'est un patient qui est au stade du début de sa maladie, on peut provoquer une rémission du diabète. Je termine dans quelques minutes. Et le fait de faire perdre du poids au patient, 5 à 10% en moins, on ne gagne pas que sur le contrôle glycémique, on gagne sur le contrôle lipidique, on gagne également sur le contrôle tensionnel et on gagne même sur la réduction de la mortalité cardiovasculaire. Donc, encourageant nos patients à perdre du poids, c'est déjà un grand bénéfice que l'on puisse proposer et optimiser chez nos patients. Quant à la NASH, cette fameuse stéatose hépatique, ce fameux foie gras, c'est quand même une sonnette d'alarme. C'est quelque chose de fréquent aujourd'hui. On le retrouve chez 82% des patients obèses, 44% des patients diabétiques, 7 patients sur 10 avec une dyslipidémie, 7 patients sur 10 hypertendus et 7 patients sur 10 avec un syndrome métabolique. C'est quelque chose de très fréquent surtout chez le patient obèse, surtout chez le patient diabétique. Et est-ce qu'on doit s'alarmer? Pourquoi on doit s'alarmer? Oui, on s'alarme parce que c'est l'alimentation en premier lieu. Il y a un terrain génétique, mais c'est surtout l'alimentation qui est pourvoyeuse de cette surcharge graisseuse du foie, cette surcharge graisseuse du foie qui évolue dans le temps et qui va être à l'origine soit d'une cirrhose, et on sait que l'espérance de vie est franchement réduite, ou alors même on peut avoir l'apparition de carcinome hépatocellulaire, et devant un carcinome hépatocellulaire, le pronostic est franchement sombre chez notre patient. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que j'ai été dans les temps et je vous remercie de votre